On a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, encore une fois, on reviendra sur les marqueurs tout à l'heure, hein. Une révolution, mais aussi parfois un mythe, un fantasme, et on a eu plusieurs discussions déjà ensemble et je trouvais intéressant d'avoir votre point de vue sur, justement ce qu'est l'intelligence artificielle. Je crois que vous êtes amené à donner des cours sur le sujet, donc voilà, si on pouvait avoir un petit cours d'intelligence artificielle pour les nuls. J'ai l'habitude, quand je fais des présentations de ce qu'est l'intelligence artificielle, de le présenter en 10 minutes. Donc je vais vous épargner les 10 minutes. Globalement, ce dont on parle, c'est de la capacité à des algorithmes, parce qu'on parle d'algorithmes au sens mathématique et au sens informatique, de la capacité d'algorithmes à regarder comment se produit une opération et à force de tâtonnement, parce qu'on est vraiment dans l'IA, on est vraiment dans le tâtonnement et dans l'évaluation, à reproduire ce fonctionnement. Et donc pour faire court, l'IA, si on prend, alors je vais vous faire un exemple en prenant un niveau de maths d'à peu près le quatrième. Vous avez tous entendu parler d'une fonction y égale f de x. Ça vous parle à tous? On prend plein de valeurs x, y qu'on connaît. On va demander à un programme informatique de boucler pour comprendre comment fonctionne f de x. Et à la fin, on va lui donner un x qu'il n'a jamais vu et il va devoir deviner le y. Donc si je prends l'exemple de Max AI, les x, ce sont des images de déchets, les y, c'est la matière dont est constitué le déchet. On va intégrer énormément d'images de x et de y, et à la fin, l'algorithme est censé reconnaître le type de matière d'après un déchet qu'il n'a jamais vu. Voilà comment fonctionne l'intelligence artificielle. C'est extrêmement caricatural, donc j'espère que les puristes me pardonneront d'avoir fait des raccourcis, mais je suis passé à travers champ. Mais le principe de base reste celui-ci, découpe le x, y, et on essaie de deviner un nouvel y quand on ne connaît pas le x. Voilà aujourd'hui ce qui est l'essentiel de ce qu'on fait en intelligence artificielle aujourd'hui, ce qui est 80 à 90% de ce qu'on fait en intelligence artificielle aujourd'hui. Et du coup, quand on parle d'intelligence artificielle et d'apprentissage derrière, donc là, on entend effectivement que j'associe une base de données finalement à un objet et que je rends cette machine capable de reconnaître l'objet. À partir de quel moment on peut dire qu'elle apprend toute seule et que finalement elle est relativement autonome, cette machine? Ou est-ce que finalement on est obligé de revenir et de l'alimenter constamment en exemple pour qu'elle avance? Alors les deux. Premièrement, une machine, ça peut apprendre très très vite. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes vendeur immobilier, vous devez deviner le prix d'un appartement dans Paris. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les dossiers de vos collègues, vous allez regarder nos X, ça va être par exemple la surface, le Y, ça va être le prix de vente, et puis votre algorithme il va voir qu'un appartement de 100 mètres carrés, c'est vendu 1 million, qu'un appartement de 50 mètres carrés, c'est vendu 550 000, qu'un appartement de 30 mètres carrés, c'est vendu 360 000. Et au bout de 3, 4, 5, 10 exemples, mais ça peut aller très très vite, votre algorithme il va comprendre que globalement, on fait 100 000 fois la surface et on a le prix, à peu de choses près. Donc ça peut aller très vite. Sur les images, c'est plus long, parce qu'une image, c'est pas une valeur de surface, mais une image, ça fait n pixels fois n pixels, donc ça peut faire des millions de pixels potentiellement, donc ça peut prendre plus de temps. Une fois qu'elle a compris ça, si on lui donne des exemples qui ressemblent à ce qu'elle a vu au départ, elle est capable de retrouver la valeur y correspondant. Donc ça, c'est la partie simple. Quand vous avez un algorithme qui évolue, c'est parce qu'il y a des nouveaux X qui apparaissent, des nouvelles valeurs qui apparaissent, qu'on n'a jamais vues, des cas qu'on n'a pas encore traités jusqu'à présent, parce que c'est rarissime qu'au démarrage d'une machine, on ait traité tous les cas possibles. Donc, on fait évoluer l'algorithme en adaptant avec les nouvelles données qu'on a reçues pour intégrer les nouvelles valeurs et les nouvelles valeurs de Y. Et donc, un algorithme bien conçu, il est réévalué régulièrement et il évolue constamment. Concrètement, je prends un exemple très basique, mais pour être sûr de comprendre. Demain, alors on va changer de marque, on va parler de Vittel maintenant. Vittel change légèrement son logo. J'étais habitué à reconnaître la bouteille de Vittel par son logo. Est-ce que j'ai besoin de rapprendre à la machine ce nouveau logo ou est-ce qu'elle est capable de deviner que c'est le logo Vittel qui a un peu changé? Le gros avantage des technologies qu'on utilise en intelligence artificielle, c'est que ça marche très bien pour ce qui n'est pas tout à fait précis. Ça marche très bien pour ce qui est un peu flou, on n'est pas trop sûr. Ça marche extrêmement bien. Et donc, on prend la Vittel, on change légèrement, on change la police de caractère, on fait varier la couleur, on fait varier légèrement le logo. En général,
on va rentrer dans des cas où l'intelligence artificielle sait le reconnaître et arrive à le récupérer. Donc, sur des applications comme ça, c'est assez rassurant de savoir qu'on travaille avec... Alors, on parle du blanchiment de logo, mais le cas qu'on voit extrêmement souvent dans le recyclage, c'est une bouteille qui est crush, qui est écrasée, qui est déformée. Voilà. Les technologies d'intelligence artificielle fonctionnent très bien dans ces cas-là. Avant de rentrer dans les déchets, peut-être dans le monde qui nous intéresse aujourd'hui, les principales applications qu'on voit aujourd'hui en intelligence artificielle, si on devait donner quelques exemples phares dans d'autres domaines. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'images. Moi, je suis spécialisé dans l'image, donc on fait énormément de tri, donc trier des images, et de détection, c'est-à-dire repérer quelque chose dans une image. C'est où est Charlie, where's Waldo, mais appliqué à l'échelle d'une image. Et donc ça marche pour la détection de défauts dans des lignes de production. Ça marche pour séparer des éléments, ou ça marche pour regarder, quand on filme une usine par le dessus, ça permet de voir le cheminement des opérateurs et vérifier qu'une chaîne d'opération est constituée correctement. Ça, c'est la grosse application, c'est la vision. Il y en a encore dans d'autres applications dans l'analyse du langage naturel. Donc vous en avez un exemple. Si je dis Siri, il y a ma poche qui va vibrer. Le traitement du langage naturel, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé en intelligence artificielle. Pas du tout dans le recyclage, c'est pas du tout l'objet, mais c'est une des plus grosses applications aujourd'hui en pointe sur l'IA. Et le troisième, c'est l'analyse de données numériques. Donc je vous ai donné l'exemple de l'agent immobilier, mais c'est pas tout. On peut faire, c'est de la statistique avancée, de la statistique vraiment très poussée, qui permet de faire de la prédiction sur la base d'un ensemble de données qu'on a déjà collectées. Et donc le corollaire de tout ça, c'est que tout l'enjeu, c'est de collecter, de posséder la donnée et de pouvoir la manipuler après. Ok, merci. Justement, alors, du coup, pour faire la transition avec le monde des déchets, pour s'y intéresser un petit peu chez Citeo depuis quelques mois maintenant, on se rend compte que c'est un vrai boom, cette intelligence artificielle dans les déchets. Comment vous êtes rentré, vous, dans ce milieu-là, et comment se fait le lien entre finalement experts de l'IA et gestionnaires de déchets ou gens impliqués dans les déchets, et sur quelle application, du coup, on vous fait travailler aujourd'hui? Alors, nous, on est rentré dans ce domaine-là parce qu'on travaille avec des fabricants de dispositifs de captation optique, donc de caméras infrarouges, caméras ligne, qui nous ont appelés au secours parce qu'on leur avait demandé de faire un projet d'analyse et de tri de déchets, et eux, ils ne savaient pas faire. Ils ne savaient pas faire parce qu'ils étaient à la limite de ce que proposait leur système de caméra. Donc, ils ont des caméras dites intelligence, mais ils n'arrivaient pas complètement à faire du tri. Et en fait, le gros problème, c'est que la matière était variée, le type d'objet à recycler était varié, et il fallait assurer un débit qui était quand même pas négligeable. Nous, c'est notre métier. Nous, on est sur une ligne de production qui va à 3 mètres secondes. Il y a quand même des problématiques à se poser, et c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut réfléchir et faire un petit peu de R&D pour avoir des choses. Mais faire du tri à des volumes qui sont à des temps d'inférence qui sont plus modestes, ça se fait très bien, c'est rapide, c'est facile à mettre en place, et c'est ce qu'on appelle scalable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place un algorithme pour un projet, c'est facile de le dupliquer et de le mettre en place pour d'autres projets. Merci. Je précise qu'on aura un temps de questions-réponses après, donc on pourra revenir sur votre intervention. Effectivement, moi, une des problématiques auxquelles on fait face fréquemment, c'est effectivement le fait de transposer ce que vous savez faire avec le monde des déchets et justement gérer des débits, gérer du déchet, ce qui n'est pas forcément votre spécialité. Et là-dessus, je voudrais interroger Marc, qui nous vient donc de chez Pelinc, pour savoir un peu quel est le positionnement de Pelinc sur l'intelligence artificielle, quelles applications vous voyez, comment vous y travaillez aujourd'hui. Alors, le positionnement de Pelinc, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Pelinc, on est fabricant de tri optique, on va dire, traditionnel, c'est-à-dire utilisant des analyses de longueur d'onde spectrale, NIR ou MIR ou Vision. Donc aujourd'hui, les centres de tri, effectivement, sont de plus en plus technologiques, sont équipés, Carlos l'a rappelé tout à l'heure, toujours de tri optique. Alors, ces tri optiques actuels font l'analyse de la matière et l'analyse de la couleur, pour faire très simple, soit séparément, soit en combiné.
Ils font ça de manière assez satisfaisante jusqu'à un certain niveau. Par contre, il est clair que quand on parle de déchets, des produits, tout à l'heure, on a parlé de produits qui sont compactés, qui sont déchiquetés, qui sont imbriqués les uns les autres. C'est un petit peu les limites auxquelles les machines savent répondre à l'instant T. Et c'est pour cela qu'il y avait donc des opérateurs contrôle qualité dans les cabines de tri. Pour la petite histoire, nous, on a fait des robots il y a 20 ans. On a commencé par ça, les robots de préhension et de tri des déchets. Et puis, on a un petit peu évolué vers autre chose. Donc, on sait assez bien la problématique des robots. Et par contre, pour compléter donc l'analyse de ce que les machines savent faire aujourd'hui, on est persuadé qu'effectivement, l'intelligence artificielle est un plus, de même que les marqueurs, pour essayer d'aller chercher les quelques pourcents qui sont difficilement identifiables par des objets, par des machines industrielles. À partir de là, notre idée elle est plutôt de combiner, à des endroits du process judicieux, de combiner les technos matière, analyse matière et vision traditionnelle avec de l'intelligence artificielle. Il est clair que si on reste que sur l'analyse d'objets, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se tromper. On n'arrivera pas à remplacer, à trier correctement tous les produits qui rentrent. Puisque bon, il y a on peut s'amuser à faire des photos entre des bouteilles, des barquettes, de même matière, non de matières différentes mais de même couleur. Je dirais visuellement, on a essayé déjà de ségréguer ça par l'intelligence artificielle, ça ne suffit pas. Voilà. C'est complémentaire finalement. Donc oui, tout à fait, complémentaire. C'est vraiment le sujet. Très bien. Je crois que vous travaillez du coup déjà un petit peu sur le sujet d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut, sans trahir de secret, partager des premiers résultats, où vous en êtes? Quels sont vos objectifs à terme? Alors, les objectifs à terme, c'est très simple. C'est, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, c'est de pouvoir intégrer dans les machines de tri traditionnelles, à des endroits judicieux, des modules, des briques technologiques. Donc, l'intelligence artificielle fait partie. Alors, où on en est, je dirais, on travaille là-dessus, nous, depuis 2 ans. On a des doctorants qui sont chez nous là, à travailler là-dessus. Après, je pense que M. Grisel a très bien dit les principes d'intelligence artificielle. Aller plus loin pour dire ce qu'on fait, où on en est, je suis un peu mal à l'aise pour en parler, parce que sinon je vais vite tabler, puis j'ai des collègues qui sont quand même un petit peu concurrents à côté, là. De quoi Non, mais voilà. Alors, sans trahir de secret. Ceci dit, nous, on a un projet sous moins de valider ce qu'on a dit de façon très cohérente, un objectif délai à moyen terme sous 18 mois à peu près. Voilà. On peut imaginer que demain, séparer une bouteille d'une barquette vient de l'intelligence artificielle, des emballages sombres ou autres. Oui, alors aussi, tout à fait en complément, parce que il y a tout ce qu'on a dit qui se ressemble étrangement, et même avec des millions de bases de données, je pense que de l'analyser en matière par moment ou en matière couleur est suffisant, parce que bon, là on a parlé beaucoup de techno, on n'a pas trop parlé de coûts, et puis après nos clients vont peut-être un peu couiner quand on va leur dire que l'intelligence artificielle a un certain coût. Je ne le connais pas, mais voilà. Mais oui, l'idée c'est ça. Après, l'idée c'est aussi de mixer les technos, parce que l'intelligence artificielle, comme on a dit, c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses. Donc, il y a tout un tas de technos qui peuvent apporter des plus. L'intelligence artificielle en fait partie par objet, mais pas que. Voilà. Donc, mais là, après, je ne peux pas aller plus loin parce que... Pas de problème. Dernière question peut-être sur le projet qu'on a ensemble. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Encore une fois, quels sont les objectifs? Comment, et ça faisait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui expert du tri, au même titre que d'autres qui sont autour de la table. Pas forcément expert de l'intelligence artificielle. Comment on imbrique ces 2 mondes-là, et qu'est-ce que vous avez prévu là-dessus? Ce qu'on a prévu, donc on a une équipe dédiée par rapport effectivement au projet pour lequel... vous nous avez retenu là, donc de travailler dessus. Donc je suppose que ce qu'on vous a présenté doit correspondre un peu à vos critères. Donc on travaille dessus, on va s'appuyer sur des experts, parce qu'effectivement, il y a, je dirais, vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent à un moment donné. C'est un vieux proverbe provençal, mais il est quand même un peu d'actualité. Et donc voilà ce que je peux en dire de plus. L'idée, c'est effectivement, on est persuadé que l'intelligence artificielle va mener un plus dans le monde des déchets, ça c'est indubitable.
Après, voir comment on le positionne et voir ce que l'on arrive à faire. Voilà. Mais c'est vraiment le complément de techno, tout ça. Voilà. Donc juste pour précision, effectivement, un Pélin qui a été retenu dans le cadre d'un appel à projet lancé par Citeo en fin d'année dernière, avec pour objectif d'ici 2-3 ans d'intégrer une part d'intelligence artificielle dans les machines existantes et donc de faire des machines multicapteurs, infrarouge, intelligence artificielle, vision, etc. Après, juste aussi quelque chose qui est de plus en plus présenté par un petit peu tous les acteurs de la profession. Il y a aussi le côté data reporting qui, là, n'a pas forcément besoin d'être uniquement lié à l'intelligence artificielle, qui permet aussi une industrialisation des centres de tri avec une facilité d'exploitation pour que les gens puissent aussi adapter en temps réel et que les centres de tri deviennent de plus en plus des unités de production de matières premières secondaires. Voilà, parce que l'objectif est là quand même, in fine. Ça fait finalement la transition avec Madame Trachbach de Veolia. Pourtant, on l'a pas travaillé. Hein, mais bon. Très bien, très bien. Juste, Marc, du coup, une dernière question, et je demanderai à Madame Trachbach d'y réagir aussi. C'est un peu finalement une mode aussi, hein, l'intelligence artificielle aujourd'hui, et une demande forte des collectivités, des assembliers qui vont construire des centres de tri. Est-ce que déjà au quotidien, on vous interroge là-dessus, on dit je veux un robot intelligence artificielle, voilà, est-ce qu'on vous pousse à aller vers là? Je vais être un petit peu... pour moi, il y a deux choses. Il y a un robot et l'intelligence artificielle. Le robot est un ensemble mécanique qui bouge et qui prend des objets et qui les met à des endroits différents. Ça, comme je vous dis, nous, Pélin, on y a bossé dessus il y a 20 ans, Fred le connaît, hein. Et donc, on a un petit peu laissé de côté. Par contre, je dirais avec les principes des machines que l'on connaît aujourd'hui, avec des modules de détection supplémentaires, on pense que c'est la solution. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on nous demande d'ajouter des robots, oui, il y a un aspect sociétal, visuel, ça fait beau un robot. C'est vrai que c'était les stands qu'on avait où on mettait le robot, il y avait le plus de monde à Polytech. Bon, c'était intéressant, mais sans plus. Là, aujourd'hui, ne pas se tromper entre l'objectif atteint et le côté visuel du robot. On pense que si on trie mieux en amont, avec des outils traditionnels qui auront eu des briques technologiques permettant de mieux détecter, parce que c'est ça le fondement du problème, le côté robot qui est plus sociétal aura peut-être un peu moins d'impact. Voilà. Même question à Veolia, du coup. Voilà, c'est la tendance aujourd'hui, pour des bonnes et des mauvaises raisons peut-être. Hein. On parlait de l'aspect technologique, mais aussi de l'aspect remplacement de l'humain et sécurité, etc. Quelle est la position de Veolia, du coup, sur le sujet? Alors, sur la partie IA, effectivement, on peut comprendre que c'est un effet de mode, mais c'est surtout un effet lié au fait que l'IA a maintenant la matière à nous répondre. C'est-à-dire qu'avant, on avait des ordinateurs qui n'avançaient pas assez vite et tout ça. Du coup, on n'arrivait pas à avoir la réponse. Donc maintenant, on arrive à avoir des réponses et donc on peut les utiliser dans différents domaines, donc dans le tri. Et effectivement, Veolia se passe comme ressourceur à l'idée de ressourcer le monde et de produire des matières premières issues du recyclage. Et donc l'idée, c'est de défendre cette idée-là et donc du coup de se dire, pour bien recycler, il faut avoir bien trié. Donc le premier levier que l'on a, c'est d'agir dans nos centres de tri, puisque nous sommes exploitants de centres de tri, avec des visions différentes selon les pays, puisqu'en France, en fait, nous ne sommes pas propriétaires de la matière, alors que dans d'autres pays, nous pouvons l'être. Et surtout, nous, on a un enjeu prioritaire, c'est les humains. Parce qu'en fait, dans nos centres de tri, on a des humains qui travaillent. Même s'il y a beaucoup de machines, il y a encore beaucoup d'humains. Et surtout, ces humains-là, il faut les protéger, parce que c'est des personnes qu'on a du mal à recruter, qu'on a du mal à avoir, malheureusement. Et en fait, il y a quand même beaucoup de risques. C'est un travail très pénible. Et donc, du coup, on essaye de mettre un petit peu la valeur. Et donc, du coup, effectivement, on essaye petit à petit d'aller sur des projets où on intègre de la valeur ajoutée par rapport à l'opérateur. On essaye surtout de valoriser le savoir-faire que l'on a chez Veolia. On a du savoir-faire sur la matière, on a du savoir-faire sur le tri, on a du savoir-faire sur le recyclage, puisqu'aujourd'hui, on commence à produire des matières que l'on exporte et que l'on vend. Voilà, donc du coup, c'est un peu les idées. Donc, il y a plusieurs projets qui ont été démarrés sur des domaines totalement différents. Il y en a un, effectivement, avec Maxai, puisqu'on a commencé à se poser des questions sur les robots quand ils ont commencé à se mettre sur le marché. Du coup, en Équerré, on en a acquis pour un centre de tri qui est le centre de tri d'Amiens, dans un premier temps. Et en même temps, Veolia s'est doté dans son centre de recherche aussi d'un robot
pour pouvoir comprendre comment ça fonctionnait, comprendre ce que l'on pouvait faire d'après ces robots-là. Et du coup, on va peut-être voir les différents projets sur lesquels on a travaillé. Oui, effectivement. On peut effectivement passer sur les slides. Vous êtes effectivement actif sur la robotisation des centres de tri et vous souhaitiez partager avec nous 3 exemples de sites où vous avez mis en place cette intelligence artificielle ou au moins cette robotisation. Donc effectivement, il y a trois centres sur lesquels on a mis en place des outils robotisés, avec de l'IA ou pas d'ailleurs. Le premier, c'est sur Chermignac, sur le tri des déchets d'ameublement. Le second, c'est sur Vitrolles, sur le tri des déchets industriels. Et le dernier, c'est sur le tri des collectes sélectives à Amiens, dont je vous ai parlé déjà avec Max Haï. Donc en fait, c'est 3 domaines d'activité de Veolia sur lesquels on essaye d'utiliser les progrès qui sont en cours, les progrès qui commencent à apparaître sur le marché pour pouvoir être force de proposition et toujours être à la pointe et pouvoir répondre le plus possible à notre problématique de protéger nos opérateurs. Donc si on va sur le premier cas, donc le cas de... Alors c'est un petit peu dommage effectivement sans les images. Donc le cas de Robin. Robin, c'est un robot qui permet de trier des déchets d'ameublement qui sont amenés sur un convoyeur très très large. L'opérateur est en fait à distance du déchet. Donc du coup, il y a du tri téléopéré. Sur son écran, il a l'image et en fait, petit à petit, il peut dire ça c'est du bois, ça c'est du métal, ça c'est du plastique et ainsi de suite. Et en fait, il va trier des gros objets à travers un bras robotisé qui est ASIC du marché, qui est un bras KUKA, sur lequel il y a une solution brevetée qui a été mise en place avec le partenaire sur lequel on travaille sur ce sujet-là. Et en fait, l'idée, c'était de remplacer le tri à l'appel qui était fait par les opérateurs et donc de mettre cette distance-là qui les préserve, sachant que le robot, il a la capacité de porter des objets lourds jusqu'à 40 kg. Donc tout ce qui est fauteuil, tout ce qui est canapé, on arrive à démanteler un certain nombre de choses et à pouvoir faire des choses en automatique. Voilà. Donc pas de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence tout court aidée par un robot. C'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, effectivement, Robin, dans sa version actuelle, telle qu'il existe à Chermignac en 2017, est avec... voilà. Donc, effectivement, à Chermignac, sur la version actuelle, il y a l'opérateur qui fait le cerveau encore. Donc, du coup, en fait, on remplace l'opérateur dans son aspect bras par le robot, mais c'est bien lui qui dicte l'information. Et en fait, aujourd'hui, on travaille. Moi, je viens d'avoir un nouveau pré-projet qui est arrivé chez moi. C'est Robin 2. Et Robin 2, en fait, va rajouter une brique intelligence artificielle, tout simplement pour pouvoir faire de la présélection à l'opérateur et de la proposition à l'opérateur. Voilà, donc du coup, on va pouvoir lui proposer. Et dans le cas de ce Robin 2, si on peut en parler un petit peu, l'intelligence artificielle du coup qui sera derrière, vous la développez en interne ou pareil, vous faites appel à des experts Alors, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Déjà parce que c'est un bébé projet, il est en pré-projet chez nous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a encore pas mal de choses qui sont à caler chez nous aussi. Et là, pour le coup, on travaille aussi avec un partenaire. Donc, bon, là, on reviendra, voilà. Vous en parlez. Donc, effectivement, la chaîne, on peut voir effectivement les déchets, ils arrivent. L'opérateur, il est dans sa cabine. La vision prend les informations. Il lui met sur son écran. Et en fait, avec son bras, il va pouvoir dire tu mets dans telle benne avec les petits logos qui vont bien. Et du coup, on va avoir les séparations qui est faites en automatique. C'est quelque chose de très appréciable pour le site qui fait effectivement des activités qui ne sont pas très sympathiques. Après, le deuxième site, c'est effectivement les déchets industriels. Donc, les déchets industriels sont triés par de l'intelligence artificielle avec, pareil, des bras sur un portique et une pince qui permettent de capter les différents modules qui sont reconnus. Donc, l'objet du tri, c'est effectivement le déchet industriel. C'était mis en place sur un nouveau site, comme à Chermignac d'ailleurs, sur un nouveau site. Le démarrage a eu lieu en 2018. Et en fait, ça permet de répondre à une problématique d'ambiance très, très poussiéreuse sur le déchet industriel. Et donc, du coup, de pouvoir extraire, pareil, l'opérateur du contact déchet homme. Et donc, du coup, de pouvoir avoir une qualité qui est beaucoup plus agréable pour lui. Cette technologie, en fait, c'est une technologie qui s'appuie sur Zen Robotics. C'est une société finlandaise. Donc, c'est du capteur NIR visible en 3D qui utilise de l'IA et effectivement avec un bras, en l'occurrence 2 bras qui permettent de prendre les différents déchets. Voilà. Et enfin, le dernier cas que l'on a mis en place, c'est Amiens avec la collecte sélective.
Donc sur la collecte sélective en centre de tri d'Amiens, c'est un centre de tri très particulier pour Veolia, parce qu'en fait, c'est un centre de tri dont on est propriétaire de l'ensemble du centre de tri. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous de mettre en place des innovations avec eux. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer les conditions de travail de l'humain. Donc en fait, là, sur le flux de gros de magasins, le robot va pouvoir extraire un certain nombre d'intrus, ce que nous on appelle des intrus par rapport au flux prioritaire. Il faut savoir que ce robot-là, en fait, est mis en place sur une chaîne. Alors là, vous avez la photo sur un environnement. En fait, il est placé dans la cabine de tri. Et là, on peut voir la photo avant qu'il ait été cloisonné, tout simplement parce qu'il est bruyant. Il prend de la place et en fait, il gênait les autres opérateurs qui étaient dans la cabine de tri. Donc en fait, on était obligé de fermer l'ensemble du site pour rendre l'utilisation du robot à l'intérieur de la cabine de tri plus facile. Voilà, donc c'est pareil, sur un tapis, le robot prend des images en 3 couleurs, plus une autre caméra qui fait du 3D. Il y a de l'intelligence artificielle. Donc là, on utilise l'intelligence artificielle de Maxai. C'est eux qui ont mis en place, c'est eux qui sont venus prendre les images, c'est eux qui ont réglé, qui ont travaillé sur l'algorithme, qui ont travaillé sur la mise en place. Ce robot-là, il va être utilisé dans un temps relativement court à un autre flux de déchets, parce qu'en fait, sur le centre de tri, ils ont une ligne qui leur pose souci, parce qu'en fait, c'est vraiment la ligne qui bloque tout l'ensemble du process. Donc, le robot va être en capacité de traiter 2 flux différents. Donc, il va traiter un premier flux, puis après un second flux avec des cadences assez régulières. La cadence est assez élevée, puisqu'en fait, on est à peu près à 60 gestes robots par minute. Alors, effectivement, dans le cas des robots, on ne parle pas de masse, on parle de pic. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à faire comprendre à nos opérateurs, parce que nos opérateurs, ils sont omnibulaires Norton. L'idée, c'est d'un centre de tri, c'est d'avoir des tonnes entrant, des tonnes en sortant, et d'aller faire de la masse. Et nous, on leur parle de pic, donc du coup, c'est un peu compliqué. Surtout qu'on essaye de faire un certain nombre de choses pour translater de l'un à l'autre, et on se rend compte que c'est pas si simple que ça, notamment parce que l'opérateur, en fait, il prend pas les objets individuellement. Quand il voit une grosse masse de déchets qui devrait pas être sur la ligne, et il prend sa main et du coup, il emmène tout un tas. Donc, on ne peut pas compter le nombre de pics et on est complètement à côté au niveau des quantités. Voilà. Donc, ce robot-là, il est installé, il faut imaginer, dans un environnement où il est à un étage. Donc, ils ont dû ouvrir la structure du bâtiment pour faire rentrer le robot à l'intérieur du bâtiment. Mais ça se fait, la preuve en est. Et voilà, donc du coup, un petit peu pour la mise en place de Maxai. Donc effectivement, Veolia s'est doté de ces 2 robots-là dans un premier temps. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux appels d'offres qui ont été passés sur lesquels le robot a été mis en avant. Et pour répondre à la deuxième question par rapport à l'IA et par rapport à ce que les collectivités nous demandent, c'est qu'effectivement, les collectivités sont de plus en plus intéressées par le fait d'avoir de l'IA, par rapport au fait d'avoir de la vision et du transfert d'informations vers les sites, vers les collectivités, vers les repreneurs de matière. Donc en fait, ne serait-ce que d'avoir une caméra qui redonne de l'information et qui affiche de l'information dans le centre de tri, c'est quelque chose qui les intéresse. Et donc du coup, effectivement, dans les appels d'offres auxquels on répond maintenant, on met beaucoup de choses sur le contrôle qualité, sur la vision, sur tout ce qui tourne autour du déchet et sur la capacité à montrer les choses. Dans un centre de tri, en fait, la première problématique, c'est la qualité de l'entrant. La qualité de l'entrant, aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas au niveau. Et en fait, on a du mal à dire aux collectivités, votre déchet, il n'est pas de bonne qualité, et du coup, reprenez-le. Parce qu'en fait, c'est ce qui devrait être fait. Dans les contrats, c'est écrit comme ça. Sauf que dans la réalité, quand le camion arrive, il est déchargé. Une fois qu'il est déchargé, il est déchargé. Donc, du coup, voilà. Donc, nous, l'idée, effectivement, c'est de travailler aussi sur la capacité à pouvoir aller prendre de l'information et à pouvoir dire, ouais, d'accord, vous nous amenez des déchets, et les déchets ne sont pas à la qualité, mais on vous en donne les preuves. Et donc, du coup, à un moment, il faut qu'on travaille là-dessus. Et alors, du coup, est-ce que vous avez un petit retour à nous faire après plusieurs mois d'exploitation sur ce robot, sur la qualité alors, je suppose que ça ne s'est pas fait en claquant des doigts et qu'il y a du travail qui a été fait, peut-être qu'il y a encore à faire. Quelle est l'acceptation par les gens qui sont autour? Enfin, voilà, alors déjà, par rapport à l'aspect humain, il faut bien se rendre compte que vous mettez un robot dans un environnement où c'est des opérateurs qui travaillent régulièrement. Et donc, du coup, en fait, il y a besoin d'accompagner
la mise en place du robot. Il y a besoin d'accompagner, de former, d'expliquer et surtout de penser à la globalité de la mise en route du robot. Tout simplement parce que quand vous mettez en place ce robot-là, bah, il a besoin de faire de la maintenance. Il a besoin de faire de la maintenance du quotidien, de la maintenance un peu plus costaud. Et surtout, c'est pas magique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est venu prendre des images pendant X temps qu'on a toute la vérité du terrain. Parce qu'effectivement, la bouteille, elle peut être pliée en 4, en 2, en 3, elle peut être à moitié pleine, à moitié vide, elle peut être avec le bouchon, sans le bouchon, l'étiquette, pas l'étiquette, enfin, on peut avoir tous les cas. Et donc, du coup, en fait, ce que l'on a besoin, en plus, ça c'est déjà l'objet en tant que tel. Il y a des nouveaux packages qui sont mis sur le marché, donc il faut prendre ces informations-là. Il y a la saisonnabilité, parce qu'effectivement, en été, on mange des glaces, beaucoup plus de glace, on boit des quantités d'eau, des quantités de boissons. En hiver, on va manger d'autres choses, on va boire d'autres choses. Donc, il y a toutes ces saisonnalités auxquelles il faut faire attention. Donc, ce n'est pas magique. C'est pas parce que BHS vous dit on va vous mettre le rebond, on va vous mettre l'algo en place que ça va marcher nickel tout de suite. Il faut du temps. Le premier site à Amiens qui a été installé, le site industriel, si je peux dire, en fait, ils ont été mis en place il y a un an et 3 mois, et il a fallu presque 9, 10 mois, 1 an pour vraiment qu'on arrive à des résultats qui soient satisfaisants par rapport au process industriel. Et puis, effectivement, par rapport à la pureté du flux, il y a toujours cette problématique de masse, c'est qu'effectivement, quand Max enlève des choses, elle enlève des choses par pic, qu'il arrive à prendre ou qu'il n'arrive pas à prendre. Et après, en fait, il y a la deuxième partie, c'est que l'opérateur, lui, veut de la masse. Donc, du coup, comment on passe de l'un à l'autre. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut travailler, qu'il faut accompagner, qu'il faut voir. Et en fait, l'autre point, c'est que en tant qu'exploitant, on a besoin d'avoir de l'information sur la réalité du terrain et donc, du coup, d'avoir du contrôle qualité par rapport aux machines. Et donc, du coup, on est obligé de prendre des images et travailler, nous, sur la compréhension qu'on a de l'IA et sur la compréhension de nos images. Et il y a un autre volet, effectivement, on parlait de protection de données. Alors, tout à l'heure, la réponse qui a été faite par BHS, c'est de dire que les données brutes sont la propriété du client et les données annotées sont la propriété de BHS. Et en fait, nous, on se dit que tout ça, c'est notre savoir-faire Veolia. Et donc, du coup, il y a un risque non négligeable dessus. Donc, voilà, on travaille aussi dessus pour essayer de comprendre. Et surtout, on se dit que aujourd'hui, si on travaille sur notre IA, si on travaille sur la compréhension de nos scènes, de notre savoir-faire et de la façon de faire, après, en fait, on va avoir besoin de travailler aussi sur la robotique. Et on envisage éventuellement d'avoir des partenariats avec de la préhension, des choses comme ça. Et juste pour élargir un peu le scope, donc Veolia est en France, mais pas que. Quelle est la position des autres pays, des autres business units que vous pouvez avoir dans d'autres pays? Est-ce qu'ils en sont à ce stade-là, plus avancés, moins avancés? Alors, ça dépend un petit peu. Nous, on travaille sur le projet, parce que moi, je suis sur un gros projet qui s'appelle Centre de tri du futur, Centre de tri 4.0. Et en fait, sur ce centre de tri-là, on est en train de mettre en place des prototypes, des choses qu'on essaye de mettre en place, nous. Et typiquement, il n'y a pas que la France qui nous le demande. Là, typiquement, en Angleterre, on est en train de mettre en place un prototype pour travailler avec eux sur l'optimisation du flux de déchets, l'optimisation du traitement de déchets et donc du coup la valorisation de la matière, parce que c'est toujours le but à la fin, c'est qu'on arrive à valoriser la matière. Ok, très bien. Juste une dernière question peut-être. Donc on a parlé d'intelligence artificielle, on va revenir aussi aux marqueurs. Ces marqueurs, c'est quelque chose que vous regardez aussi? Si oui, où vous en êtes? Sinon, qu'est-ce que vous en pensez au vu de ce qui a été déjà dit précédemment? Alors moi, personnellement, j'ai jamais travaillé sur des projets où on travaillait sur le marqueur. Maintenant, au regard de ce que j'ai vu, effectivement, il y a un grand intérêt, je pense, dans aller chercher l'information, d'autant plus que finalement, on va avoir plein d'images de nos déchets. Et donc, du coup, on a potentiellement des images sur lesquelles on pourra aller capter ces informations-là. Après, ce que je me demande dans le temps, effectivement, c'est... parce qu'en fait, on avait commencé des choses. Il y avait sur les bouteilles d'eau, par exemple, il y avait le petit logo avec le triangle dans lequel on mettait le numéro de la résine et tout ça. Sauf qu'en fait, on change la résine, mais on n'a pas changé les moules et du coup, c'est faux. Enfin, voilà. Donc du coup, il y a toute cette processabilité. Comment on fait pour que dans le temps, ça reste juste. Du coup, c'est tout des choses où effectivement, on est peut-être un peu plus aguerri que ce qui nous avait été vendu au départ. Et du coup, on va peut-être être plus challengeant aussi sur ce genre de propositions. Mais je pense qu'effectivement, ça peut être des choses comme on travaille sur la vision qui vont nous aider. Merci.
Frédéric, Ralph, bonjour. Merci d'être là. Donc, vous représentez Tomra. Peut-être quelques mots en introduction sur Tomra et le lien justement avec ces marqueurs. Peut-être pour compléter ce qui a été dit par Digimarc sur les marqueurs. Je crois que vous avez participé au test. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vais faire l'introduction de Tomra et je vais laisser bien sûr à Ralph qui a participé donc au projet de l'IRE. Donc Tomra, fabricant de machines de tri optique, mais je dirais plutôt fournisseur de solutions de tri plutôt que de capteurs, puisque justement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la nécessité de remonter des informations au niveau des collectivités, au niveau des opérateurs. Donc ça, on a lancé maintenant, ça fait une dizaine de mois, on a lancé Tomra Insight, donc qui permet à travers des applications, à travers n'importe quel endroit où vous soyez, de visualiser ce qui se passe dans votre centre de tri, de visualiser ce qui se passe dans vos centres de tri, mais au pluriel, bien sûr. C'est quand on pense à des grands opérateurs justement comme Veolia, qui puissent en un coup d'œil finalement mesurer un petit peu le tonnage qui est processé par jour. Et oui, les données qui sont en interne leur appartiennent en tout cas à nos clients. Et là, je dirais, peut-être on en reviendra tout à l'heure sur la question qui est au niveau des collectivités, sur quel est le centre de tri de demain. Je vais juste évoquer le terme flexibilité et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, peut-être via Carlos. Et donc, je vais laisser la parole à Ralph, qui est notre directeur technique. Et je vais lui laisser présenter la partie marqueur. So the translation took a little bit longer, sorry. So a few words on watermarks, but also on deep learning and robots, as we were discussing here. So let me first start with the robot topic. So for me, or for Tomra, we need to distinguish. On the one hand, we have the robots, which is a mechanic ejection. So this is equivalent to a valve block. And they are limited by the number of picks or by the number of ejections. So it's not linked to artificial intelligence. It's just the way how to remove it. The artificial intelligence, I would call it deep learning, is just another toolbox in the material identification and classification. So what does it mean? The example we had with the metal can in a paper stream or metal cans in a PET stream. So this you can easily do with metal detection. So this is completely robust. You don't need to train a different metal piece which looks different. It works for cans, it works for other elements. Also on the bottle detections, we find examples like this. You find PET bottles from one and the same brand, and they have a PVC label, and exactly the same liquid could have a PETG label or PS label. So if you only use the camera detection for this, this is not robust. If you combine it with the NIR, then this is completely independent. So you don't need to train the image. But I'm not saying that deep learning is not of interest. So of course we are looking into this, but really to the applications which make sense, which are for me on the first look, things you cannot distinguish by material difference. Which one, for example? For example, a PET bottle and PET tray. Due to the IV or melt flow index, it's quite robust. And then coming a little bit over to the watermarks, PET trays, which are food grade or which come from food products, versus PET trays, which come from the tool shop. This you will, my belief is you will never solve with deep learning, with image database. You will train yourself to death. So in that case, there's a need for technologies like digital watermarks. So finally, it's a combination again between all. Yeah, you need all solutions are relevant, and but what is very important is that you take the right piece, the right solution for the right problem.
Okay. So Yeah, Thomas, you asked for an example. So what you can imagine in a stream which is running with several tons per hour, objects are combined. Deep learning could, for example, play a role in identifying PEHD silicon cartridges. They are very easy to distinguish. They all have the same shape. Sometimes they are cut. And they are made of PE, similar to the rest of the PE objects. This is a easy, nice task for deep learning applications. That's just one example. okay. So coming back to Holy Grail and the project that you have on markers, what is the status now of the project? We know that it's closed, that you will have another Holy Grail project. What are the next steps? Can we say that today it's okay, it's running, that we can use this technology in every sorting center in France, or do we need more experiences on that? So the first project, which was for me more a feasibility study, if this is this possible to use in waste? This is just a couple of weeks closed. Okay. So I think the outcome is yes, it's possible to use, but there's a lot of room for optimization. So we put all the building blocks together just to make it feasible. But it needs some optimization. It needs some optimization on Digimarc's side. It also needs some optimization on our side. But the technology is ready to do also a field trial. But to have it really standard in commercialization, in that you have it in all supermarkets, I think some time will pass by before this is the case. But doing field validations, showing to the world that this is feasible, that stage is reached. Okay. Can you please add one word about big brand owners involved on the project? Because we know that there is P&G, Danone, etc. in the project. How are they involved? What are their goals, etc. in such project? Because we have seen that it could be a tool for sorting, but also for other for collection, maybe for communication to the consumer. What is their role in this project? That's a difficult question. We are a manufacturer of sorting machines, Okay. and I think only the brand owners can tell you. We are a little bit in step row, so I don't know if you, Larry, these are somehow your customers. They are not typically our customers. If you want to comment on that question. There were two parts I heard, or maybe so one of them with the question in terms of brands and finding value Yes. in doing this. So I think that diagram of the package journey sort of gives you a sense. And it's interesting because when we started, we thought it was in certain areas like marketing, and in manufacturing, they said, we know the ROI of having a wrong label on a package and only 95% accuracy. We know the waste on that. And we're able to take that to 99.9, 99.99% accuracy they know. But I think one of the things was about consumers, and I didn't bring up, it's the idea that a consumer pointing to the package and then knowing their curbside pickup, I would say in the States. So it's basically able to say, this specific object for my particular curbside, this is how to handle my object. Where you do more common bags here in the States, we have things to separate. So using geolocation or choosing who's my curbside pickup, and then based upon the database of all the objects, then it's able to, in essence, to say, rather than looking at the little diagram and trying to figure out which package fits this diagram, I can just point at the package and it says very specifically how to handle this package in this particular municipality and pickup. Thank you, Larry. Je voulais quelques mots à ajouter, je ne sais pas, sinon je comptais passer la parole à Monsieur Laurent, mais Monsieur Marion.
je vous laisse la parole. On va terminer cette table ronde avec vous. Donc, je rappelle que vous êtes à la CME, donc qui fédère la FNAD, FEDEREC et les autres fédérations et syndicats du domaine de la gestion et la transformation des déchets. On a fait appel à vous notamment parce que vous êtes signataire du contrat stratégique de la filière concernant la transformation et la valorisation des déchets, et pour lesquels il y a un grand projet structurant, parmi d'autres, qui est accélérer la robotisation des centres de tri. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup un petit peu de ce contrat et de ce qu'il y a derrière? Alors le contrat de filière transformation et valorisation de déchets, c'est une première satisfaction que de voir reconnaître par le Conseil national d'industrie présidé par le Premier ministre la filière transformation et valorisation de déchets, donc en fait tout ce qui concerne le collecte, le tri, la régénération, voire certaines parties de l'incorporation de matières premières de nouveaux produits, le voir reconnaître comme une filière industrielle au sens le plus complet du terme, c'est-à-dire que parmi les 18 filières industrielles labellisées par le CNI, il y a la nôtre, le nucléaire, le ferroviaire, le maritime, voilà, une véritable filière industrielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Carlos en introduction. C'est un peu trop de dire qu'on est toujours on est toujours au carrefour de technologie, au carrefour de. C'est sans doute l'histoire de l'homme que d'avoir toujours été au carrefour de ce qu'il arrive à faire de mieux et de s'améliorer en permanence. Et notre challenge aujourd'hui, à nous, notre filière industrielle, c'est de constater qu'on rentre finalement dans un système qui était gestion locale des déchets, un système mondialisé, où on devient alors qu'on avait des métiers traditionnels et qui d'ailleurs séparaient un peu, pour reparler de la Confédération, les métiers de la FNAD et ceux de la FEDEREC d'un côté. Aujourd'hui, on est dans un métier qui rentre vers le métier de la ressource. Et le métier de la ressource, il nécessite de modifier nos unités industrielles et il nous met en compétition dans un marché mondialisé. Donc aujourd'hui, notre carrefour d'innovation nécessaire, c'est celui-ci. Et on se rend bien compte avec ce qui s'est passé en Chine, si on fait 50% de diminution de l'enfouissement à l'horizon 2025 par rapport à la base 2010. Dans les premières années, tout allait bien, on diminuait l'enfouissement. Mais pourquoi ? Parce qu'on était en récession, ou pratiquement en récession. Aujourd'hui, on fait 1,5 point de croissance économique, on fait 1 million de tonnes de déchets en plus. On n'a jamais, ces dernières années, enfoui plus de déchets en 2018-2019 que dans les années précédentes, pour ces questions de croissance économique. Mais c'est une bonne chose. Mais en même temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit réussir à faire évoluer nos métiers pour qu'en qualité, la question de la Chine, pour qu'en quantité, la question de la massification, on puisse être en mesure d'être parmi les premiers opérateurs mondiaux, la première industrie mondiale de production de matières premières à partir des déchets, ce qui historiquement est à peu près le cas, même s'il y a des très grandes industries dans le monde entier sur ces questions-là. Et donc, ça nécessite de continuer, peut-être par la robotisation, l'intelligence artificielle, le deep learning. Moi, j'ai appris plein de mots. Je suis géologue, je ne connaissais pas tous ces trucs-là. J'ai appris deep learning, intelligence artificielle, blockchain, on a parlé tout à l'heure, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais c'est dans notre contrat de filière. Réussir par le numérique à développer notre filière industrielle, à donner de la valeur aux déchets en massifiant et en améliorant la qualité. Et donc, le contrat de filière, stratégique de filière, de notre industrie de valorisation de transformation de déchets, il n'a pas d'autre ambition que celle des autres contrats de filière, c'est-à-dire permettre de faire du développement économique sur son cœur de métier. Et nous, le développement économique, il passera par cette politique ambitieuse en France, mais je crois qu'il est aussi motrice d'un certain nombre d'initiatives, diminuer l'enfouissement. Diminuer l'enfouissement, plus personne ne dit oh, on va refaire l'enfouissement. Non, tout le monde est arc-bouté sur cet objectif de diminuer l'enfouissement, ce qui fait à isopérimètre 8 millions de tonnes de déchets qu'il faut sortir de l'enfouissement. Et ces 8 millions de tonnes, ils iront pour partir en centre de tri. Ils doivent aller beaucoup plus de manière massive en centre de tri et améliorer la qualité. Voilà. Donc le contrat stratégique de filière, c'est ça. Il a plusieurs axes stratégiques, dont un sur la robotisation et l'intelligence artificielle. Ouais. Et alors, si j'entends que c'est encore en train de se mettre en place, est-ce que vous avez aujourd'hui d'ores et déjà des objectifs et des voies envisagées pour atteindre ces objectifs ? Alors, moi, je suis très étonné parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert cette question d'intelligence artificielle, de robotique, etc. Je pensais effectivement qu'il y avait comme une boîte de robotique intelligente qui permettrait de solutionner le problème. En fait, j'ai rapidement appris en rencontrant des gens comme vous qu'il y avait la partie numérique et la partie robotique. Qu'on pouvait faire une partie robotique sans faire de numérique, qu'on pouvait faire du numérique sans partie robotique. On a une grande ambition dans ce contrat de filière, peut-être qu'il ne va pas aboutir, mais pour l'instant les gens sont plutôt d'accord avec ça, c'est de mettre toute la partie numérique au profit de l'industrie française. C'est-à-dire faire une intelligence numérique collective
à la compétence économique française pour qu'un robot de Suez à Lille, s'il apprend à reconnaître un tube de rouge à lèvres qui n'a rien à faire sur le tapis de tri, il l'apprenne en temps réel au robot de Paprec ou de Veolia à Marseille. Donc là, un vrai enjeu de partage des données. Et de Partage des données qui est un peu différent de ce que j'ai entendu sur Maxey, mais chacun a son modèle économique. Enfin, ce n'est pas une question de mise en cause de modèle économique, c'est juste une question de philosophie sur la manière dont on peut accélérer la croissance économique sur notre cœur de métier. Donc, j'ai entendu aussi en discutant avec les uns et les autres, non mais attends, ça, en robot, on sait faire. Non, en robot, on ne sait pas faire. Non, il faut travailler sur les déchets de collecte sélective. Non, non, surtout pas, parce que ça, on a déjà fait. Il faut travailler sur les déchets d'éléments d'ameublement. J'ai entendu tout et le contraire sur l'ensemble des déchets, et parfois par les mêmes personnes. Ce qui veut dire qu'en fait, et tout le monde m'a dit par contre, il y a une grande volonté pour développer cette filière de robotisation basée sur l'intelligence artificielle dans les centres de tri, parce que c'est sans doute un des vecteurs très importants pour notre compétitivité. Donc on a pris la question, pas le problème, l'opportunité, on a pris l'opportunité dans le sens. On a lancé il y a quelques jours un appel à manifestation d'intérêt pour aller sélectionner des robots ou des briques d'intelligence artificielle sur étagère qu'on testera dans les centres de tri volontaires. Ça, c'est la première partie. Et puis, on va pour demain. Et avec quelle échéance? Pour mi-juillet, puisque c'est sur étagère. Donc, mi-juillet, on va avoir 15, 20, 30. Et le comité stratégique de filière va accompagner certains de ces projets-là dans leur développement et dans leur expérimentation. Et puis, on va étudier tout ce qui, pour après-demain, permettra d'avoir encore des cadences meilleures, des niveaux de compétences meilleurs. Et ça, ce sera une étude, puis un nouvel appel à manifestation d'intérêt, si tout se passe comme on le souhaite, dans le courant de l'année 2020. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est projet pilote. Donc aujourd'hui, ces projets pilotes qui sont envisagés dans le contrat sont en cours de sélection. Hein, c'est ce que vous expliquez. Je pense qu'ils sont en cours de réflexion, qui vont atterrir chez nous et qui seront après sélectionnés. Ok, parfait. Je reviens sur une question qu'on n'a pas forcément abordée, ou alors dans un sens, mais pas dans sa totalité, sur l'emploi, les personnes, etc. On le disait, donc c'est effectivement source de protection et de meilleure qualité de travail pour les employés. C'est aussi finalement aussi une source de diminution des emplois ou de transformation des emplois. Quelle est votre position là-dessus? Peut-être vous, Monsieur Marion, mais aussi les autres sur le sujet. C'est effectivement une question un peu délicate à aborder, parce qu'on sait tous pertinemment que pour 1000 tonnes de déchets qui sortent de son enfouissement, dans le sens où pour aller vers des filières de recyclage, on crée 8,5 emplois. Voilà. Donc la filière, une fois qu'elle va aller au bout de ses premiers objectifs de diminution par 2 de l'enfouissement sur 2010-2025, elle aura créé 80 000 emplois. Mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les 7 000 emplois qui sont aujourd'hui en centre de tri et qui vont faire du surtri, qui sont des emplois qui sont effectivement des emplois qui font des TMS, qui des fois viennent un peu puis ils ne viennent pas le lendemain. Voilà. Donc ce n'est pas les mêmes emplois. Seulement ce qu'on a bien vu avec Robin, par exemple, c'est que le gars, il était à trier le déchet. Il devient, à condition d'apporter des briques de compétences, et elles ne sont pas inaccessibles, pour tout à chacun, hein, il devient opérateur de contrôle. Il a sa tablette et il dit ça c'est du bois. Alors qu'avant il disait ça c'est du bois, je le prends, je l'enlève. C'est-à-dire qu'on déplace des emplois, surtout on fait évoluer les compétences et au global on crée beaucoup d'emplois. La question qu'il faut se poser, mais qui était déjà dans la préfiguration des centres de tri nouvelle génération, plus massifs, sur les zones échangistes plus grands et donc en nombre moins important, qui était déjà une question centrale. Donc le comité stratégique de filière aborde évidemment cette question avec les besoins de compétences, l'accompagnement de l'évolution des emplois et tout ce qui tourne autour de ces sujets-là. C'est une question difficile. Le numérique et la robotisation de notre filière, mais c'est la même chose pour les autres, est une question qui ne peut pas s'aborder, qui ne peut pas être abordée sans aborder aussi les questions d'emploi et de compétences. On va se diriger vers la clôture de cette table ronde. Peut-être est-ce que quelqu'un a une réaction sur tout ce qui a été dit ou... Oui, c'était un petit peu. J'ai commencé à parler en préambule, et là, on entend parler de performance, on entend parler de mise en place de robots, contrôle qualité, le tri. Et moi, je voudrais quand même revenir un petit peu plus en amont, finalement.
Aujourd'hui, on a la chance d'être invité, entre guillemets, par Citeo pour parler d'intelligence artificielle, de futur et de technologie. Par contre, je pense qu'on est un peu absent de certaines discussions avec des collectivités, des municipalités, puisque quand même, pour bien faire marcher les machines, entre guillemets, intelligentes, il faut qu'on ait des process qui soient flexibles. Je pense qu'il ne faut pas mégoter sur la place qui est nécessaire pour faire un process de tri. Il y a des équipements, même mécaniques, on n'en parle pas, mais qui sont prépondérants à la préparation de la matière, puisque pour limiter le nombre de pics ou finalement limiter l'investissement du nombre de bras de robots, ben, il faut bien que la matière elle soit maximum préparée. Et je pense que chaque partie, chaque module d'un centre de tri doit vraiment faire l'objet d'une attention particulière, et que peut-être la notion de performance soit peut-être le premier critère de choix sur un appel d'offres plutôt que le prix, où on sait que des fois, l'ouverture des enveloppes, on ne va pas plus loin que ça. Non, je dis quelque chose que tout le monde le sait, mais j'avais envie de le dire. Ouais, je suis venu, j'avais envie de dire ça. Dans tous les cas, on a bien compris que ces technos-là ne sont pas des remplacements des technos existantes, mais certainement une aide et la façon d'aller plus loin. J'allais dire c'est un complément parce que ce qui arrive sur le marché, alors qu'on parle de collecte sélective ou d'autres déchets, puisqu'on parlait tout à l'heure des déchets d'ameublement, des déchets électriques, électroniques, enfin, aujourd'hui, il y a tout un tas de choses de plus en plus. Pour éviter d'enfouir, de mettre dans le trou ce qu'on ne sait pas trier, puisque ça, c'était il y a 15 ans, la requête d'avoir une plus grande qualité de la matière triée pour être réutilisée est de plus en plus grande. En plus, les producteurs qui sont dans la salle d'objets sont très imaginatifs en termes de conception. Et donc, c'est de plus en plus difficile à trier. Je dirais, il y a 10 ans, les bouteilles faisaient 2 mm d'épais et 40 grammes. Aujourd'hui, quand on en prend une, tout le monde a fait l'expérience, on ouvre le bouchon et c'est tellement souple qu'on s'en met de partout. Mais par contre, il faut qu'on arrive à trier ça avec des matières imaginatives, tout ça. Donc, les technos actuels ne sont pas à jeter, mais par contre, on a besoin d'être de plus en plus imaginatif et d'utiliser ce qui se fait pour trier mieux. Et là-dessus, je crois que la conclusion, il n'y en a pas d'autre. Après, les robots, par rapport à tout ce qui est lourd et pénible à manipuler par les opérateurs, oui, c'est incontestable. Et donc, la robotisation dans l'absolu, oui, puisque nos unités deviennent des unités de matières premières secondaires. Et je rejoins Frédéric sur le process et la flexibilité, puisque régulièrement, il y a des nouveaux produits qui arrivent, des nouvelles requêtes, des besoins. Donc, il est clair que le process joue énormément là-dessus pour faire une unité qui soit économiquement cohérente avec la qualité qui est voulue, sans pour cela que 2 ans après, quand on appuie sur un bouton, il faille tout casser pour refaire avec de l'intelligence artificielle ou pas du tout. Je vais juste me permettre de compléter ce qui vient d'être dit. Donc, j'appuie totalement ce discours-là. Le recyclage, donc on a beaucoup parlé de la robotisation et de l'aspect recyclage au sein des usines. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est au-delà de ça, qui est complètement collective. Le premier maillon du recyclage, c'est l'individu, c'est le particulier. Et on a parlé de la robotisation, mais le premier robot, c'est nous-mêmes. Et je pense qu'il y a une première application qu'on peut imaginer en termes de tri, c'est être capable de prendre en photo un objet et de savoir quel est le point de collecte le plus proche ou le recycler. Et je pense que ça, déjà, c'est un service que peuvent apporter les municipalités. Et c'est déjà un point énorme. L'éco-conception, elle a forcément du sens, parce que quand on vient pour recycler des polymères qui sont de multicouches, de multimatières, entre guillemets, l'éco-conception, c'est la base, c'est une responsabilité, comme ça a été dit, une responsabilité collective. Ça, c'est clair. Mais bon, il n'y a pas que la collecte sélective. Hein. Les déchets électroniques, ça sera le futur. Hein. Il y a le bois qui arrive, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, au contraire, l'évolution des technologies, elle est nécessaire. Et en tout cas, il faut créer des capteurs qui peut-être aujourd'hui ne sont pas utilisés, peut-être qu'ils seront pris demain. On parle de coût, forcément, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont installé 60 robots, il y a un certain coût. Si demain, marché français, il y a 10 fabricants de robots, forcément, on va faire descendre les coûts. Hein, c'est l'offre et la demande. Là, on est sur un modèle. Et puis, clairement, ça fera baisser les coûts de traitement. C'est aussi ce qui est attendu. Hein, donc, c'est l'intérêt de la modernisation, en tout cas, des centres de tri.
Alors, j'allais juste rebondir sur ce que disait Fred et pas votre troisième question. En termes d'éco-conception, ce que nous, on a pu constater à notre humble échelle, c'est que depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, on voit se renforcer la demande des metteurs sur le marché. Alors, je parle essentiellement en emballage dans l'instant. Hein. Je rejoins Frédéric, les meubles et tout ça, c'est pas, enfin, on ne l'a pas encore vu, mais les fabricants d'emballage viennent nous solliciter avec leurs nouveaux prototypes, c'est 2-3 ans avant, en nous disant, voilà, on compte mettre ça sur le marché. Alors des prototypes de matière avec des étiquettes, enfin, très imaginatif, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et pour vérifier si on a la capacité d'identifier ça et de le trier correctement. Il y a un travail d'aller-retour qui se fait, parce que si on sait le faire ou si on ne sait pas le faire, chacun travaille de son côté pour essayer d'être présent lorsque le produit sera mis sur le marché, c'est-à-dire dans les supermarchés, dans nos poubelles, qu'on soit en capacité de ne pas être surpris comme on a pu l'être. Donc ça, c'est une vraie avancée qu'on peut mesurer depuis 2-3 ans. Après, au niveau des coûts de traitement, je vais être un peu iconoclaste, mais ce qui coûte quand même le moins cher, c'est au 3e degré que je vais parler, hein, c'est de mettre dans le trou. Ça ne coûte pas cher. Dès qu'on commence à trier, dès qu'on commence à vouloir aller plus loin, il y a forcément des coûts qui sont générés. Donc à partir de là, mais quand on met dans le trou, on n'en fait plus rien. Là, c'est réutilisé derrière et ça refait des produits. Donc il y a le coût de traitement, mais le coût de réutilisation et d'épargner les matières premières fatales. Donc c'est quand même important, je pense. Peut-être juste pour revenir sur ce sujet de l'éco-conception, donc vous avez des experts dans la salle qui en parleront mieux que moi. Mais effectivement, je ne pense pas que ces nouvelles technologies dédouanent de l'éco-conception, hein, parce qu'un emballage multicouche, alors peut-être qu'on saura le trier et mieux l'isoler, mais si c'est pour rien en faire demain, c'est pas une solution. Donc ça ne dédouane pas finalement l'industriel de passer d'un monocouche à un multicouche ou de mettre l'étiquette qui va bien, parce que si c'est juste pour le perdre à la fin, bon, alors certes, on aura une bonne matière en sortie, mais on en aura perdu beaucoup. La consigne, ça permet d'avoir des opérations de tri qui sont réparties dans toute la chaîne entre l'individu et le centre de tri. C'est-à-dire qu'au lieu que tout soit fait dans le centre de tri, on a des étapes intermédiaires et on a des sociétés qui commencent à construire des machines de consigne inversée qui permettent de... Voilà. Et certaines de ces machines fonctionnent déjà avec des technologies d'intelligence artificielle. Donc oui, c'est une opportunité parce que l'avantage de ces technologies-là, c'est que ça coûte quand même moins cher à déployer que des systèmes de tri plus sophistiqués. Et donc, ça permet d'être réparti un peu plus sur le territoire et de faire cette première étape avant l'envoi vers le centre de tri qui, lui, va faire un tri plus évolué. Il faut quand même faire attention à la globalité de la chaîne. C'est-à-dire que si on enlève la valeur des centres de tri, en sortie de centre de tri, il n'y aura plus de valeur. Et donc, du coup, le centre de tri sera un vrai problème parce que, du coup, il n'aura plus que des choses sans valeur à mettre. C'est de toute façon voilà, ça va être très compliqué. De toute façon, très complémentaire. Le micro, Carlos, je ne sais pas si tu avais une question ou si tu veux passer directement à la conclusion. Si c'est le cas, je remercie tous les participants à la table ronde. Merci beaucoup pour vos éclairages. Et je pense qu'on peut les applaudir, effectivement.